Aria est devenu un phénomène sur Twitch. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce succès dans l'univers du jeu de rôle en ligne? Alors, il y a eu plein de facteurs, mais le premier, c'est que, en fait, aujourd'hui, les médias dominants chez les moins de 35 ans, c'est Twitch et TikTok. Twitch pour le format long et TikTok pour le format court. Et en fait, pour le format long, il y a un problème, c'est qu'il y a un peu de tout. Il y a des talks, il y a même le GP Explorer qui est une course de voiture, mais il n'y a pas de fiction. C'est-à-dire que personne ne va prendre un livre ou vous le lire. Il y a un peu de fiction parce qu'il y a des gens qui jouent à GTA et qui se racontent des histoires. D'ailleurs, ça s'appelle du RP, du roleplay. Mais effectivement, une histoire créée par quelqu'un qui sait écrire des histoires et qui est interprétée avec des personnages un peu comme du théâtre, à part qu'on dit jamais le mot théâtre parce que ça fait fuir les jeunes, bah en fait, ça se fait par le jeu de rôle. Voilà, ce qu'on appelle l'actual play. Ça fonctionne très bien un peu partout. Et ça a fonctionné, autant ça a très bien parti et ça a reçu des lettres, beaucoup de reconnaissance rapidement, autant quand il y a eu le Covid, eh bien, les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux, ils pouvaient consommer un programme qui durait 600 heures par exemple, et qui allait à l'essentiel, c'est-à-dire la pure narration. C'est-à-dire qu'on va pas, c'est pas parce qu'on a 1 heure d'épisode entre l'épisode 6 et l'épisode 7 qu'on va tirer à la ligne et tout. On peut créer n'importe quoi. On peut, pour nous, raconter un sous-marin ou une chambre noire, c'est le même budget puisqu'on fait que raconter des choses, donc on peut inventer tout type d'aventure. Effectivement, ça fonctionne bien. Aujourd'hui, on essaie quand même de faire évoluer le média. Aria, c'est pas simplement, on va dire, c'est très différent par exemple de Critical Role qui est le numéro 1 au monde qui fait du Donjons et Dragons. Dans Aria, il y a très peu de combats par exemple. Et il y a beaucoup de chats. On essaie de faire quelque chose qui est très français. Voilà. Et dans cette recherche, parfois on a tapé à côté, mais souvent on a tapé juste. Voilà. Donc c'est pour ça que ça marche. Comment avez-vous abordé l'adaptation de l'univers d'Aria, initialement conçu pour un jeu de rôle en roman? C'est un travail moi auquel je suis habitué parce que j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Moi j'ai commencé ma carrière en adaptant des univers de jeux de rôle en roman. Et un écueil à mon avis qu'il faut éviter, c'est de raconter des parties. Parce que ce qui est super intéressant en partie, ça donne parfois rien du tout en roman. C'est pas du tout le même rythme. En partie, on peut passer beaucoup de temps à faire des choses qui sont intéressantes parce qu'il y a les personnages et tout. Alors qu'en roman, on risque de s'ennuyer dans ces cas-là. Et ce qui est marrant, c'est que le roll and play, en fait, il a tendance quand même c'est du jeu de rôle, mais qui se déplace un peu vers le roman. Parce que t'as un peu comme le narrateur qui revient, qui remet les joueurs sur les rails. Je dois leur faire croire qu'ils ont le choix et en fait pas du tout. Oui, c'est ça. Et du coup, ça c'est bien aussi, en regardant les épisodes, je me suis rendu compte de ça. Et moi, il faut que j'aille encore plus loin dans le côté narratif avec un narrateur qui est présent, qui guide le lecteur. Voilà. Et puis moi, je peux moins m'attarder sur les personnages aussi parce que voilà, toi, tu as des joueurs qui ont leurs personnages installés, qu'on voit aussi, il y a des petits objets, des petits accessoires. Moi, je peux pas passer trop de temps là-dessus non plus. Oui, et puis ça reste un roman jeunesse. Donc, oui. Voilà. On va à l'essentiel. Oui, en plus, voilà. Et donc voilà, c'est un exercice moi que j'aime beaucoup. Comment avez-vous collaboré avec Fabien Clavel pour que le roman reste fidèle à l'esprit du jeu, tout en offrant une expérience littéraire unique? Déjà, Fabien, même s'il a fait un excellent travail et que c'est un professionnel de ça, il partait quand même en mode facile parce que Aria, c'est pas un univers très complexe. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple en univers fantasy, c'est-à-dire un pays avec des châteaux en pierre, des dragons, il y a le pays des sables où il y a des sultans et des minarets. Voilà, donc vraiment c'est très caricatural, mais c'est aussi pour ça que les gens arrivent à se plonger dedans facilement. Cela ayant été dit, Fabien il a absorbé beaucoup de notre contenu et ensuite il est venu à moi, il m'a proposé quelque chose. J'ai pas dit oui à tout à 100%, même si je suis quelqu'un qui dit souvent oui. Mais j'ai dit bon, ça, c'est vraiment pas trop dans l'esprit. Mais vraiment, il y avait deux, trois choses, sinon 98% du truc, c'était vraiment parfait. Et il a avancé en toute autonomie. D'autant plus que, au-delà de comprendre le lore, je pense que Fabien, t'as compris l'esprit. C'est-à-dire que, typiquement, par exemple, prendre un barbare qui va pas se battre, c'est vraiment dans l'esprit de Aria. Voilà. C'est pas un barbare qui se bat, c'est les autres romans fantasy, c'est pas le nôtre. Voilà. Moi, c'est ça qui m'a plu quand j'ai découvert l'univers. Je me suis dit, bah voilà, ça c'est sympa, effectivement, ça change des jeux de rôle. Et c'est vrai que des autres jeux de rôle.
Et moi je confirme, tu m'as laissé très libre, hein, mais ce qui est bien c'est qu'à chaque fois tu m'as réorienté en me disant tu sais, dans tel pays il y a tel truc, moi je l'aime bien ce truc-là, essaye d'en faire quelque chose et tout. Et ça c'est chouette, pour moi c'est génial comme indication. Oui, oui. En fait, le monde d'Aria, il n'a pas été déterminé avec une Bible. Il a été fait avec plein de trous. Et l'idée à la base, on ne pensait pas qu'il allait avoir un livre un jour, mais c'était que les joueurs puissent dire « Ok, ce pays, on n'en a pas du tout parlé, vas-y, je crée mon pays dedans et j'en fais ce que je veux. » Finalement, on l'utilise aussi pour ce type de choses. Voilà. Pouvez-vous nous en dire plus sur les personnages principaux de votre roman? Alors les 4 personnages principaux du roman, je les ai construits pour qu'ils donnent vraiment une image la plus complète possible d'Aria. Sachant que comme c'est un univers qui est énorme, c'est pas possible, hein, mais pour essayer d'avoir différents aspects. Donc par exemple, Vanille, elle donne sur le côté pirate, sur le côté un peu voleur, etc., débrouillard. Et elle incarne un peu l'enthousiasme, c'est elle la narratrice. Enfin, pas la narratrice, mais c'est elle dont on suit le point de vue. Et c'est elle qui va mener tout ça. Et sa naïveté fait qu'en plus, elle va poser des questions qu'on ne se pose pas habituellement et ça permet de se renseigner. Et les autres personnages vont lui dire « mais si, voyons, tu sais que c'est comme ça, etc. » Cyrane, par exemple, c'est tout le côté sorcière que moi j'ai bien aimé en découvrant l'univers. Elle est poursuivie par quelque chose de lourd qu'on découvrira plus tard. Il y a Adio, lui c'est plutôt le côté beau parleur, riche, qui va un peu arnaquer les gens. Et Gunnar, c'est plutôt le côté guerrier. Et l'idée, c'est de reprendre des éléments classiques, mais ça existe déjà dans le roll and play, hein, et de les tordre un petit peu. Donc par exemple, Gunnar, c'est un guerrier, mais il en a marre d'être un guerrier, et il a décidé de devenir un érudit, et donc on le voit sans arrêt avec un bouquin, et quand il doit se battre, il rechigne, et il faut vraiment le pousser. Voilà. Donc c'est un mélange de tout ça. Pouvez-vous nous parler du monde d'Aria? Quelles ont été vos inspirations pour créer cet univers? Quand j'ai commencé à créer Game of Roll, l'émission dans laquelle se passent les aventures d'Aria, ça se passait à la JVTV. Et le patron de la JVTV m'a dit, ce sont des joueurs de jeux vidéo, ils connaissent pas les elfes, les orques, tout ça. Alors, ils connaissaient un petit peu avec World of Warcraft, mais ils connaissent pas trop. C'est des gens qui jouent à des jeux vidéo, ils lisent pas forcément des livres, ils sont jeunes. Et donc, il m'a dit, fais simple. Et j'ai fait le plus simple possible, c'est-à-dire que c'est un univers où il n'y a que des humains. Il n'y a pas beaucoup d'humains. Quand il y a une ville avec 3000 personnes, c'est vraiment une grande ville. Voilà, et il y a des villages de 60, 80 personnes. Et effectivement, c'est construit un peu comme un jeu vidéo. Donc, si vous vous souvenez de Super Mario, au début, il y a le monde vert, ensuite, il y a le monde des sables, ensuite, il y a le monde de la glace. Voilà. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'au début, il y a le monde normal avec un château, des gens, d'une ville, une population. Et après, il va y avoir le monde des îles, le monde des pirates, le monde du sable, qui est un monde qui est Akaba, qui est un sultanat, et ainsi de suite. Donc, c'est des mondes qui sont un peu caricaturaux. Mais effectivement, par contre, mes joueurs dedans, qui sont des adultes, qui sont cultivés, ils ont totale liberté d'évoluer dedans. Ce qui fait qu'ils en créent quelque chose qui est très très intéressant et qui est un peu le traitement aujourd'hui hollywoodien des licences comme Super Mario, Minecraft, ou Jumanji. On met des humains contemporains avec toute leur culture et leur culture mémétique et ils les mettent dans un univers de jeux vidéo très restreint dans lequel il y a des quêtes, un système de récompense et d'expérience, des gens qui ont toujours besoin d'aide et qui veulent toujours négocier une récompense contre une aide. Et quand on les met là-dedans, il y a un discours premier degré, deuxième degré, troisième degré qui peut être assez intéressant. Et donc, pour résumer, le monde d'Aria, c'est un monde qui est avant tout très simple, si on doit le simplifier, mais il est simple pour être au service de l'amusement des spectateurs. Fabien, quelles sont les caractéristiques de ton roman? Alors c'est un roman d'aventure, mais effectivement c'est un roman d'aventure avec de l'humour, c'est-à-dire que les personnages prennent le temps de plaisanter et ils ne se prennent pas au sérieux. L'idée c'est d'avoir une intrigue très très solide, le plus solide possible, mais en laissant la place aux personnages de dire des bêtises, d'avoir des scènes de comédie en cours de route. Mais ça, en fait, ça se rapproche beaucoup de l'actuel play, c'est-à-dire que... C'est dans l'ADN de Aria, effectivement. Voilà, on le retrouve vraiment. Moi, je suis en train de regarder la saison 5, là, et il y a vraiment ce côté-là où parfois la narration est un peu suspendue parce qu'on va faire des blagues et tout. Alors la grosse différence, par contre, c'est que quand on est en actual play,
et qu'une personne dit jeu, c'est à la fois le joueur et le personnage. Ouais. Et alors, on comprend très bien, il n'y a aucun problème. Du coup, on peut faire des allusions très très contemporaines, voire même les donner directement. Alors que ça, moi, je peux pas le faire dans un roman. Tout à fait. Parce que sinon, on sort complètement de l'histoire. J'ai pas le support de l'image et du son qui permettent de tout de suite de repartir dans l'intrigue. Donc ça, il y a un petit ajustement là-dessus. Il peut y avoir des allusions, mais il faut qu'elles soient vraiment indirectes et tout ça. Il y a un truc qui est très sympa aussi, c'est que par exemple, vous reprenez des noms de Oui. personnes qui regardent et qui sont intégrées dans le récit. Moi, je peux pas faire ça, parce que c'est très sympa à faire, mais dans un récit, ça marcherait pas du tout. Il faut que les noms soient crédibles. Voilà, ça casserait complètement l'ambiance et tout. Moi-même, dans mon scénario initial, ils s'appellent Arthur, Bertrand, et je dois les appeler Ketuki ou Alpha Pizza, quoi. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est très rigolo en cours de route, ça participe de l'humour. Ça, c'est un truc que moi, je peux pas faire. Et il faut que je trouve un peu d'autres moyens, des choses de comédie classique, par exemple du comique de caractère en rapport avec les personnages. Ça marche dans l'actual play, ça marche aussi dans les romans. C'est des choses comme ça. Mais effectivement, pour moi, et je l'ai senti tout de suite, et de toute façon, quand on pratique du jeu de rôle, à moins de jouer dans une ambiance très lourde, pesante, dans des univers particuliers, moi, ce que j'aime, c'est quand on rigole autour de la table. Et quand je l'ai écrit, j'avais envie j'ai fait ma partie de jeu de rôle un peu tout seul, en rigolant bêtement tout seul quand j'écrivais des bêtises avec mes personnages, en espérant qu'on retrouve un peu cette ambiance de l'actual play à la lecture. Avec le succès d'Aria, on voit se développer un véritable univers transmédia, romans, BD, jeux vidéo. Comment gérez-vous cette expansion et quelle est votre vision pour l'avenir de la franchise? Alors aujourd'hui, on fonctionne pas trop en franchise. Et je devrais pas dire ça en présence de l'auteur, mais on est sur Twitch et c'est une économie qui est éphémère, fragile. Est-ce que Twitch sera là demain? Est-ce qu'on est sur YouTube? Est-ce que YouTube sera là demain? Bon, très probablement ils seront encore là, mais c'est des questions qu'on se pose. On a développé la licence tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs malgré vraiment les centaines d'heures. On a presque 700 heures de contenu. Il y a des gens qui arrivent à regarder ces 700 heures de contenu 3 à 4 fois par an et qui en veulent toujours plus. Donc on leur a dit, comme il y a une demande, ça peut être intéressant de leur fournir autre chose et aussi de leur donner les moyens de rêver dans cet univers et de se projeter par d'autres médias, comme le jeu vidéo, comme le roman. Donc aujourd'hui, on n'a pas trop d'ambition, outre le fait de constater déjà qu'est-ce qui se passe et après on verra. Et aussi tout simplement de revenir, et ça c'est la tendance qu'on a en ce moment, de revenir aux bases, c'est-à-dire que on a eu un succès, on a eu de l'argent, on a tenté des choses. Par exemple, on a fait des émissions en public, on a fait des émissions devant des écrans LED qui généraient à la volée des paysages. Aujourd'hui, on pense qu'on va revenir à l'essentiel, le récit, et on va avoir des moyens plus réduits qui nous permettent d'aller au cœur de ce qu'était Game of Thrones et l'univers d'Aria au tout début, c'est-à-dire une simple histoire qu'on se raconte autour du feu. Sachant qu'il s'agit du premier tome d'une trilogie, comment avez-vous planifié l'arc narratif sur l'ensemble des 3 livres? Alors ça, c'était un petit peu compliqué parce qu'au début, on n'était pas sûr que ce soit une trilogie. Donc je me suis débrouillé pour que, en fait, ça c'est au cours de l'écriture du roman qu'on a décidé, parce que tout le monde était plutôt content de ce qu'on faisait. Et que la collaboration fonctionnait bien. C'est là que petit à petit l'idée est venue de se dire on n'a qu'à en faire 3, allons jusqu'au bout. Moi évidemment l'idée me plaisait beaucoup. Et du coup je me suis débrouillé pour que le tome 1 puisse presque se lire séparément. Et par contre la suite, c'est pour ceux qui seront vraiment rentrés dans le dur. Et il y aura l'intrigue qui va continuer de se dérouler, mais le premier, effectivement, il pose déjà toutes les bases de ce qui va être développé ensuite. Voilà, donc mais moi j'ai l'habitude de faire ça, c'est-à-dire de donner un roman, c'est un peu comme l'écriture d'épisodes en série. J'ai un épisode qui se tient, mais j'ai quand même ma trame narrative pour une mini-saison, on va dire.